Depuis 1580, les Escarras, c'est du côté de mon père, sont au Canet. Depuis 1580. Le village, ça n'existait pas là. C'est qu'en 1903 qu'il y a eu la descente du Vieux Canet. Il n'y avait rien ici. Donc tout le monde, toutes nos générations, ils habitaient au Vieux Canet. C'était des bosquets en descendant là. L'avenue de Verdun, il y avait des chênes, il y avait dans cette portion-là. Il n'y avait pas tout ce monde, c'était pas tant construit, il n'y avait pas d'HLM, il n'y avait rien, c'était que le cœur du village qui était là. Le Canet des Morts qui existe aujourd'hui, c'est un village à l'habitat aéré, avec des grandes rues, etc. Ce n'est pas le village provençal avec les vieilles ruelles. Ça ne s'est pas toujours appelé le Canet des Morts d'ailleurs. C'était le Canet de Luc autrefois. C'est un des plus anciens villages de la Basse-Provence. Il n'est descendu dans la plaine que près de la gare en 1904. Quoi. C'était le village où il y avait quand même ce qu'il nous fallait, mais sans plus. Hein. C'était tout simple, voilà. Il y a des commerces qui montaient en haut. Il y avait le boucher. Il y avait même une dame poissonnière qui venait de Toulon avec 2 chevaux camionnettes. Le pain, c'était le gars du bistrot qui faisait un petit peu épicerie et il venait, je crois, 2 fois par semaine, se ravitailler ici au Canet pour monter l'approvisionnement des gens. Au Vieux Canet, on se réunissait tous, on allait d'une maison se chercher et après on descendait à l'école ici à pied. Et après, on remontait le soir. Et quand c'était le moment des asperges, on ramassait des paquets d'asperges comme ça. Quand on disait du Vieux Canet, on parlait du Canet d'ici, on ne disait pas le Canet, on descend à la gare. Voilà. Où c'est que tu vas? Ben, je descends à la gare. Voilà, c'était la gare, c'était pas le Canet. Le Canet, c'était en haut. Quand le chemin de fer est arrivé, ben, si vous voulez, au niveau État, gouvernement, région, enfin, département, quoi, ils ont dit, ben, dorénavant, le village, il va venir s'installer là où il y a la gare. C'est ce qui a fait la gare que le village est descendu du Vieux Canet à la plaine. On a descendu les cloches du Vieux Canet. On les a descendues ici. Vous avez baptisé les cloches qui étaient descendues du Vieux Canet dans le village. Près de la gare, il commençait à y avoir des commerces, et puis les voies de communication passaient dans la plaine, et non pas là-haut. Donc il y a eu une lutte, une bataille. Parfois on a parlé de la bataille de la plaine contre la montagne. La montagne étant le Vieux Canet. Certains voulaient descendre, d'autres voulaient rester. Mais peu à peu, le village a périclité. Et bon, les maisons ont vieilli, et pas mal de gens sont descendus près de la gare. Ça, c'est le bar tabac de la gare. Toi. Et là, c'est la maison où il y a le passage à niveau. Là. À la place de la presse, là, le petit magasin, il y avait la pharmacie, la Paire. Là, à la place de la médiathèque, il y avait une menuiserie, Fenouille, c'est une grande menuiserie. Il y avait une boulangerie, une épicerie, il y avait un garage et un bar. C'était un quartier qui s'appelait La Forge. Tous les dimanches, ils faisaient des concours de boulot. C'était les gens de la base qui venaient un peu s'amuser le dimanche et faire un peu la fête. Il y avait un chevreau pour les prix. Ils coupaient le chevreau en 2, ils partageaient. C'était une animation du dimanche aussi. Il y avait un ferronnier, M. Rovera, qui ferrait les chevaux en même temps. Hein. C'était encore l'époque où on portait le cheval ferré. Il est né, mon papa, dans la maison où il y a actuellement le restaurant qui s'appelle La Fourchette Gourmande, qui à l'époque était, mon grand-père était maréchal ferrant. Ce qui m'a vraiment plu et surpris, et j'en garde un bon souvenir, c'est qu'on mettait un fer rouge sur le sabot du cheval pour l'adapter, et ça fumait de tous les bords, et ça sentait une odeur spéciale que j'ai le souvenir qu'il y a encore. J'ai travaillé avec mes parents qui avaient un bar-restaurant, là, qui est celui-ci, qui est au Canet, qui s'appelait le Terminus, ici.
vous voyez la sœur de ma maman et à côté son fils, mon cousin Jeannot. Je sais qu'on en prenait des photos, on en avait pris aussi quand c'était Sainte-Barbe. Quand les mineurs venaient, qui faisaient le 4 décembre, je crois que c'était Sainte-Barbe. Chaque année, il y avait la Sainte-Barbe et les mineurs, ils participaient parce que c'était payé par les patrons. Donc, les gens, tous les mineurs, ils participaient. C'était un jour unique, c'était un jour attendu, là. Parce qu'à l'époque, le mineur moyen, hein, il buvait 5 litres de vin par jour. La Sainte-Barbe, tous les mineurs étaient sous. Et c'était la seule jour où ma maman acceptait que mon père se saoule et bien d'autres, quoi. Voilà. Sur des anciennes photos, il y avait encore le passage à niveau, la voie ferrée était coupée, il n'y avait pas le pont, le petit pont du chemin de fer où on passe dessous, c'était le village qui était coupé par le passage à niveau. À l'époque, il y avait encore le train à vapeur. La gare du Canet servait à évacuer le minerai de la bauxite qui venait depuis le Vieux-Canet, qui chargeait et qu'on amenait vers Gardanne là-bas pour transformer la bauxite en aluminium, quoi. Ce que je me rappelle, c'est que la bauxite, elle arrivait en haut au Canet et elle descendait par des wagonnets jusqu'à la gare, là, devant la coopérative. Il y avait une draisine qui traversait dans les collines là-haut. Alors ça, pour moi, c'était magique. Je voyais ce petit train dans les montagnes là-bas. Ça redescendait par les wagonnets, dans les petits wagons, et il le déposait à la gare dans les wagons. Ces wagonnets faisaient le va-et-vient sans arrêt toute la journée, parce qu'il y avait des montagnes, même le long de la route, il y avait des minerais là. Et il y a des endroits qui passent pas très, très haut, et on trouvait le moyen de s'accrocher les wagonnets vides qui remontaient pour se faire un peu charrier par les wagonnets. Si vous montez au Vieux-Canet, vous voyez comme une maison, bien au fond, il y a un truc comme ça avec un rond. Ça, les wagonnets sortaient de là. Ils passaient sur la route du Toronnet, qui monte au Vieux-Canet, et ils arrivaient là, à la gare. Il y avait la bascule, ils les pesaient. Ça tombait en dessous, près du pont. De chaque côté, il y avait des quais, ils vidaient là, et ça allait dans les wagons. Il y avait des wagons, et ils remplissaient les wagons. Après, ils ont supprimé le téléphérique, ça a été fait par camion. Les camions chargés à la mine, ils venaient vider là. Où c'est que maintenant il y a le garage Renault? C'était un grand atelier, il réparait les camions. Moi, mon père, justement, jusqu'à son décès, il a travaillé à la Stase. Il conduisait les camions des bauxites. Le bassin minier de Brignoles, qu'on appelait ça, c'était le bassin le plus important d'Europe pour la bauxite. Quand on est arrivé avec ma femme ici, le village était composé de paysans et des mineurs. Il y avait une différence de salaire presque du double, du simple double, avec un employé agricole. L'exploitation minière, elle a duré au moins 2 siècles, et ça en a fait travailler du monde. Hein. Et ça permettait à beaucoup de familles de subvenir à leurs moyens, quoi. Mon père était ouvrier agricole, et après la mine à Moulin de bauxite, elle a ouverte, et les 3/4 des Canetois sont montés là-haut, mineurs, de fond. Il n'y avait que très peu de familles de mineurs et de nationalité, une grande partie italienne. Il y en a beaucoup comme mes parents qui sont venus à l'époque, parce que là-bas, en Italie, c'était un peu le fascisme, hein, et mon père, ils étaient d'une famille de 6, c'était l'aîné. Il est venu ici travailler pour donner un peu de sous là-bas, parce qu'ils n'avaient pas trop à manger, tout ça.
Il est arrivé en 36-37, je crois. Il a travaillé comme bûcheron pendant 2 ans et après il est rentré à la mine Pichinet. Il a fait 25 ans de fond. Les Mangini, ça a été une époque où le père il disait à ses enfants, quand ils ne travaillaient pas le dimanche, d'aller à la mine et d'aller nettoyer les galeries. Bénévolement, gratuitement, parce que c'était une passion de travailler à la mine. Il partait le matin jusqu'à 3 h de l'après-midi. Après, il y avait jusqu'à 10 h du soir, puis après, il y avait la nuit. Hein. C'était 3-8 qu'on appelait. Ouais, 3-8. C'était l'horloge du village, parce qu'il partait d'en haut et il descendait jusqu'à la voie ferrée, quoi. Tous les mineurs, ils y allaient ou en bicyclette ou à pied. Qu'ils soient du Lu, qu'ils soient un peu à pied, carrément à pied. Ils avaient toujours un genre de serpette pour nettoyer, le chemin il était bien entretenu. Hein. Je le vois, il y a encore, mais maintenant, il y a trop de végétation, on ne voit plus. Ils partaient le matin, propre, blanc. Ils arrivaient le soir tout rouge. Parce que voilà, la poussière. Ça s'est imprégné de partout, hein. Et on n'avait pas la douche. Hein. On n'avait pas la douche, il fallait... Ma maman, elle avait le dos et tout, quand il arrivait, il était tout rouge. Il y avait un mineur qui était plus costaud que vous et moi, il prenait toujours un bio de bois, il montait au vieux canet à pied. Il ramassait un bout de bois pour se chauffer. À cette époque-là, quand il y avait un foudroyage de galeries qui était boisées, ils portaient tous un gros bio de bois pour se chauffer chez eux. Oui. Vous voyez ces wagons? Ouais. Le minerai de la mine descendait avec des camions qui n'avaient pas de benne. Et des ouvriers, ils transitaient la matière du camion dans le wagon, manuellement. Les conditions de travail de la mine étaient très difficiles. Hein. D'ailleurs, les mineurs c'était des gens de caractère, hein. Des lutteurs, des gens de caractère. Hein. Mon voisin était mon ami et il était contremaître à la mine. Il m'a permis de descendre à la mine du Rocou. J'avais l'impression de revivre un peu Zola. On descendait avec le chose, voilà, la cage, ils appelaient ça. C'est impressionnant parce qu'il y a des galeries qui partent de partout. Voilà. On n'avait pas d'éclairage, nous, c'était mon père qui l'avait, voilà. Hein. Ils avaient une lampe à carbure, alors c'est un truc en fer. Et dessous, il y a le carbure, il y a de l'eau qui tombe et ça s'allume. Et chaque fois, il y en avait une. Parce que souvent, il manquait d'électricité. Alors, voilà, les bougies, les lampes à carbure. Selon où vous vous trouviez dans la mine, par rapport à l'explosion, au souffle de l'explosion, ça éteignit les lampes. D'un seul coup, l'obscurité totale. Alors vous avez l'impression que tout est grand comme ça. Hein. Vous faites 2 mètres, bon. Oh putain, le premier cadre, c'est le bon. J'ai vu une galerie à ce moment-là, c'était quelque chose. Hein. C'était des galeries, comment vous dire, il fallait presque se tenir courbé hein, pour rentrer dedans. Alors vous vous trouvez à 200 mètres de profondeur, il y a un gars dans une galerie qui fait exploser ses tirs de mine, il crève dans une nappe d'eau importante, vous êtes fait comme des rats. C'est arrivé plusieurs fois. Hein. Avant de partir, les mineurs faisaient des trous et mettaient les mines. L'équipe suivante n'avait pas de poussière, rien, elle pouvait travailler. Et mon père et M. Pellegrino de Luc sont arrivés le matin. Ils ont mis l'électricité. Il manque de peau. Ça leur a tout sauté dessus. Voilà. On a eu 6 orphelins. Il y a des générations qui n'ont pas pris la retraite. Avec des accidents mortels, avec des silicoses, avec
la maladie des poumons. Moi, j'en ai vu tomber comme des feuilles mortes, là, chargées sur des wagons, ici et là. Bon. C'était des gros travailleurs quand même, parce qu'après, ils avaient tous un travail à côté. Ou des jardins, ou des trucs, des pierres, n'importe quoi. On était tous des familles nombreuses, il n'y avait pas la pilule. Le village, il s'éclairait à 5 h du matin, tout le village s'éclairait. Hein. Tac, 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 à 2 minutes près, tout le monde allait au boulot. Tout le monde avait des poules, un jardin, se nourrissait un peu par la chasse aussi, des lapins. C'était compliqué, compliqué. J'espère, je souhaite à tous ces jeunes de ne pas connaître cette époque, qui peut revenir, hein, un coup ou l'autre. Tout le dessus de la mairie, à l'époque, ils faisaient le verre à soie, là. C'était beaucoup les Italiens qui le faisaient, hein, même les gens du pays, le verre à soie. Hein. Il y avait quelques agriculteurs aussi d'ici qui faisaient ça pour arrondir. Hein. Beaucoup de gens venaient travailler, même les Italiennes venaient travailler dans les bâtiments annexes de la mairie. La sériciculture a été un centre important au Canet des Morts. Le bâtiment de la mairie même, c'était leur maison, leur habitation. Et la magnanerie, c'était sur les côtés, là-bas, il y avait des petites maisons où il y a aujourd'hui la salle de la magnanerie. Et donc, ma grand-mère paternelle avait travaillé donc, au verre à soie. Ils vidaient une chambre, ils mettaient des canisses et puis le verre à soie là-dessus. On gardait les œufs, et puis quand on voyait les bourgeons des mûriers, on les sortait au chaud, et les petits verres sortaient. Le verre, il grossissait, puis d'un coup, il ne bougeait plus, on y mettait des trucs de fougère. Le verre, il montait, et puis il faisait le cocon, tout le fil. Et pour pas qu'il sorte, il les ébouillantait. Après, il partait en train à Lyon. Mon père, bon, on avait un petit terrain après, il faisait la vigne pour nous, quoi, pour le vin, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau. Sinon, ça aurait été un jardin potager, quoi, voilà. C'était des terrains à pierre, rien que des pierres. Hein. Il n'y avait pas de terre, pratiquement pas de terre. D'ailleurs, nous sommes classés en Côte de Provence, c'est pas pour rien. Hein. Comme c'était toutes des petites choses très familiales, ils avaient un petit lopin Ils étaient aussi un peu vignerons. Donc ils avaient un demi-hectare, voire 1 hectare au maximum de vignes. Donc ils travaillaient pendant le week-end, parce que bon, la vigne ne demande pas une présence, quand il y en a peu, de 24 heures sur 24. Avant d'aller à l'école, puisque l'école ouvrait le 1er octobre, on faisait 1 semaine, 15 jours de vendange. Les livres étaient payants, donc ça permettait de payer les livres de l'école. À 14 ans, je suis sorti de l'école et au travail, jusqu'au service militaire. Tailler les vignes, les bourgeonner, piocher, à labourer, à tout, hein, à traîner la charrette pour les caisses de raisin. Et les gros ciseaux, ça aussi, c'était pas évident, hein, parce qu'on avait des vignes qu'elles étaient costauds. Hein. Il n'y a pas de sécateur électrique, c'était le soir, le poignet, je vous dis pas. On portait les seaux à la main, on vidait dans les caisses, on avait des caisses en bois, on vidait le raisin dedans, et puis après on le portait à la coopérative. Voilà, ça c'était beaucoup manuel à l'époque. Ils mettaient les caisses dans le trou que tombaient dans un fouloir. Après, nous faisions le reste, nous, avec les pieds, on pistait le pied et ça sortait en bas. Ah, les pieds, ils étaient propres, ils étaient rouges pendant quelques jours. Bon, le vin de l'époque n'était pas terrible, il faut le signaler. Je parle de la fin des années 50. Tout ça a changé considérablement. Aujourd'hui, on est fiers de... On n'est pas fiers que de nos rosés. Bien sûr qu'il n'y a qu'un rosé, c'est celui du Var de Provence. Le reste, ce n'est pas des rosés. Il y a eu à un moment donné 2 moulins au Canet. 2 moulins qui trituraient les olives. Et ceux qui avaient des oliviers apportaient leurs olives au moulin.
Ceux qui en avaient beaucoup, ils avaient leur propre huile. Les autres, on mélangeait les olives, quoi. Les olives, avec mon mari, nous ramassions les premières, les plus grosses. Et c'était très fatigant, contrairement à ce qu'on croit, c'est très fatigant. Le fait d'avoir les bras en l'air, de toujours fixer. On ramassait les olives, on les apportait au moulin, ici au Canet, et puis après on les apportait au Luc. Et chaque paysan, chaque propriétaire a son taux d'huile, quoi. Vous rentriez dans un moulin, le type il vous parlait en provençal, il y avait la baguette là, toute franche, il y avait les anchois, il y avait l'olive, vous faisiez l'anchoyade. Les olives bien concassées et tout, avec un peu de l'huile là sur le pain grillé, c'était un bon déjeuner qu'on faisait. Ça apportait un supplément de vie aux gens. Hein. Au Vieux Canet, il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait plus que des citernes. Hein. Et les gens allaient chercher de l'eau à la citerne. Il y avait un camion citerne qui montait l'eau. Mais il ne fallait pas en prendre beaucoup. Au début, il ne montait pas souvent. Ils récupéraient beaucoup l'eau de pluie avant. Pas pour boire, mais pour arroser, pour donner aux bêtes. Moi, ma grand-mère, elle avait une citerne à l'intérieur de la maison. Ça leur servait de frigo. Parce que, vous savez, ils descendaient avec le seau, ils mettaient le beurre ou n'importe, de la viande, ça se conservait bien. Il fallait aller pomper avec un seau pour récupérer de l'eau, le ramener à la cuisine. Pas de douche, évidemment. Hein. C'était le puits. Alors, il fallait tirer l'eau à la chaîne avec le seau en alu. Et après, ma mère faisait bouillir de l'eau, il se lavait comme ça, il se douchait. Et après, avec les casseroles, on s'arrosait un peu comme ça. C'était les douches. Ici, il y avait le lavoir là, où il y avait un gros robinet. Là. C'était couvert et les personnes venaient avec leur bassine, venaient laver les draps, laver. Hein. Quand on allait laver les minerais au lavoir, il fallait toujours qu'on se mette au fond. Parce que si tu te mettais au début, tu as vu les lavoirs, il y a l'eau qui coule, tout ça, ben, on salissait l'eau. Madame Mangini, je me souviens, on avait beau frotter les habits, etc., ils étaient toujours un peu roses à cause de la bauxite. Lorsqu'il y avait un grand lavage en fin de semaine, nous descendions aux moulières, ce qu'on appelle les moulières, c'est en dessous du Vieux Canet, il y avait un bassin pour laver le linge communal. Après, il fallait repousser la poussette du linge propre et mouillé jusqu'au Vieux Canet. Ça faisait quand même 2 kilomètres quand même. Hein, ça faisait. Quand on a eu la première eau à la pile, ça a été un bonheur déjà. Hein. Puis la douche, évidemment, après. D'avoir un robinet, d'avoir l'eau courante, tout ça. Hein. Pour nous, c'était le bonheur. Hein. L'eau, on était bien. Hein. Nous, au Codoul, on n'avait pas d'électricité. On s'éclairait avec comment ça s'appelait, le carburant qu'on appelait. Tout le monde avait des cheminées, des cuisinières. On avait des grands poêles. On mettait la sciure, le tuyau au milieu. Voilà. C'était les maisons d'avant. Petite cuisine, petite fenêtre pour pas que l'été, comme l'hiver, il faisait un peu froid, mais l'été, il faisait bon. Les murs de 60, d'ailleurs, c'est toujours la même maison, là. Hein. Ça n'a pas changé. Hein. Le soir, lorsqu'on allait se coucher, l'hiver surtout, bien sûr, ma mère faisait bien, mon père, mettait le feu un peu à l'avance avec de grosses bûches, puis après, on avait la bassinoire, c'est-à-dire c'était un chauffe-lit, vous voyez, on mettait des braises dedans. Quand on était prêt, qu'on avait fait la toilette et tout, hop, elle passait devant, ma mère, elle allait chauffer le lit dedans, vite, et on rentrait dans le lit, et hop, ça couvrait bien. Quand on allait se coucher, s'il faisait froid, mes parents, dans le four, ils mettaient une brique réfractaire avec du papier journal, on se réchauffait les pieds. Il faisait froid dans les pièces, après le matin, on ne traînait pas. Hein.
J'ai connu la période où il y avait la sirène qui sonnait et il fallait se mettre à l'abri. Hein. Ça, je l'ai connu. Chez nous, on avait une cave, on allait là, quoi. Comme ça devenait un peu trop dangereux, je ne sais pas pourquoi, ils mettaient ma grand-mère sur une charrette et on allait derrière où il y avait un ruisseau. On était là. Ils venaient se cacher dans la rivière derrière nous, chez nous. Dès qu'ils entendaient les avions nous bombarder. La gare, elle a été souvent bombardée, hein. Mitraillée, voilà. Ils faisaient pas des bombes, ils mitraillaient la gare. Voilà. Ça oui, je m'en rappelle très bien. Hein, Il y a eu des combats. Là-bas, le terrain là-bas, il y avait 7 ou 8 trous de bombes, de gros trous de bombes. Et nous, tous les petits du quartier, on s'amusait dans ces trous de bombes. Mais des trous. Des fois, les petits, il fallait qu'on les aide à sortir. Hein. Là où il y a la première villa qui est là qu'on va démolir bientôt, c'était le quartier général des Allemands. Mon papa et ses parents habitaient dans le bâtiment qui est juste derrière la mairie où il y a actuellement la poste. Il y avait donc mon papa, ses parents et le grand-père de mon papa. Et donc mon papa m'a raconté que un soir, donc, son grand-père était sorti, donc sûrement peut-être pour aller aux toilettes, enfin, je ne sais pas, et qu'il y a un jeune soldat allemand qui a entendu du bruit derrière. Et il s'est passé que le soldat allemand a tiré sur mon grand-père et l'a tué. J'ai retrouvé dans quelques papiers de mon papa quand je fais des classements, donc j'ai retrouvé cette fameuse lettre faite par l'armée allemande qui disait qu'il s'excusait malheureusement de cet incident, enfin, et qu'il serait il serait là, il lui rendrait les honneurs dans le village. Et je sais que la famille de mon papa, donc ses parents, ont catégoriquement refusé. Ils ont dit il n'est pas question que les Allemands l'accompagnent. Ils l'ont tué, c'est déjà bien assez. Et apparemment, le jeune soldat avait 16 ou 17 ans et il aurait été envoyé, je crois, au front russe, quoi, comme punition, quoi. Bon. Ma tante avait été réquisitionnée parce que la chambre de ses enfants avait été pour les Allemands, qui étaient très gentils d'ailleurs. Ils disaient, moi j'aime pas la guerre, mais je suis obligée de la faire. Ça, je me rappelle très bien. Il s'appelait Otto même. Quand j'étais petite, l'école élémentaire, elle était, vous savez où il y a le jardin d'enfants maintenant? Elle a été bombardée. Hein. Et après, il y a eu l'école, ils ont construit l'école primaire, et on est allé, donc, où elle est actuellement, l'école de Tissot. Je suis rentrée à l'école en 1945, j'avais 6 ans. Voilà. À l'école au Canet, là, on était, où il y a le local des jeunes. Là, juste à côté de la mairie. Au-dessus, c'était l'école. Et quand on montait, les escaliers tremblaient, c'était juste après la guerre. Hein, on était, voilà. À l'école, nous, on est arrivés en 1956. Il y avait 4 classes. Et moi, je suis arrivé, on a créé une nouvelle classe, dont on était 5. 5 classes dans l'école qui existe aujourd'hui et qui avait été donc construite avec les crédits de la reconstruction. Elle était toute petite, l'école. Oui, il n'y avait pas la maternelle construite. Je veux vous dire, dans une classe, il y avait 3 maternelles. C'était Madame Migosi à l'époque qui était institutrice. D'ailleurs, elle est connue dans le village. Ah, les générations, j'en ai vu passer. L'école maternelle, j'ai l'impression de l'avoir un peu bâtie à l'époque. Il n'y avait que 4 classes, 2 de garçons et 2 de filles. Il y avait un mur infranchissable. Il y avait un trait qui séparait la cour des garçons et la cour des filles, quand même. Oh, il arrivait de passer par-dessus le mur, mais il ne fallait pas se faire attraper. Hein. À cette époque-là, les gestites, ils pouvaient y aller, ils ne s'en privaient pas. Hein. J'en ai connu qui nous tapaient sur les doigts, avec la règle, quand on faisait le PAM. Et puis même,
Une petite tape, ça arrivait aussi. Et quand on arrivait, si on le disait aux parents, c'était eux qui nous donnaient le reste. Tous les matins, dès qu'on arrivait, il y avait la morale. C'était, pendant quelques minutes, vous apprenez la politesse, même la propreté pour certains. On écrivait à la plume, on avait l'encre violette. D'ailleurs, j'ai un bureau là-haut avec les deux encriers, l'encre violette et l'encre rouge. Avant d'aller à l'école, il y avait un employé de mairie et il allumait le poêle pour chauffer les classes. Le maître d'école était en face, bien sûr, et de temps à autre, à tour de rôle, il nous faisait appel pour ravitailler le poêle à bois. C'était un monsieur qui travaillait à la commune, qui est devenu garde champêtre, monsieur Brun pour le citer, qui faisait le plein de la caisse à bois, le matin certainement. Quand on arrivait dans les classes le matin, à 8h, à 8h30, c'était chauffé, parce que les cantonniers s'étaient levés beaucoup plus tôt pour allumer le poêle et chauffer la classe. On était polyvalents. On allait couper l'herbe sur les chemins, on fendait le bois pour les écoles, pour allumer les poêles à bois. Les cantonniers étaient les fossoyeurs, etc. Hein. C'est eux qui entouraient les gens, etc. C'était les cantonniers eux-mêmes. Hein. Eh bien, ça fait drôle au départ. Parce qu'au tout début que je suis arrivé, il a fallu que je rentre dans un tombeau pour ranger le cercueil. Mais ça fait impression, croyez-moi. Ça, c'était la première école qui habite là. Et après, il passait un grand enduloir. Et c'était à l'intérieur, vers le bas. Quand ils allaient dans les classes, ils étaient les garçons et les filles séparés. Mais pour la photo de classe, ils faisaient pourquoi, à votre avis, ils faisaient ensemble tous? Pour donner une belle image. Vous croyez que les photos c'était cher ou pas cher? C'est très cher. Ouais. Et vous vous rappelez qui faisait les habits de ces gens? La couturière. Les couturières ou les mamans? Les mamans. C'est bon? Les filles, elles avaient des petites robes froufoutantes là, alors, et puis avec des jupons empesés dessous, hein, pour que la robe elle reste bien. On finissait toujours les tricots à la veillée de la messe de minuit. On était d'une génération où c'était beaucoup plus sévère. Hein. Ma mère était catholique, voilà. Elle était assez réservée, elle avait toujours peur. Une fille, hein. C'est pas comme maintenant, on n'était pas libre, on n'était pas, si on sortait, il fallait sortir avec le papa ou la tante. Ah oui, c'était pas pareil. Jusqu'à 21 ans. On était majeur qu'à 21 ans à l'époque, hein. Pas à 18. Hein. À l'époque, ça voulait dire, si tu n'es pas d'accord avec tes parents, ils ne te gardent pas chez eux et tu dégages. Quand je sortais un petit peu plus grande, j'étais accompagnée par mon cousin. Voilà, c'était pas du tout, même j'avais 17 ans, 18 ans. Hein. Aujourd'hui, ça fait rire, mais c'était comme ça. On était toujours dehors, parce qu'on n'avait pas des jeux, l'informatique, tout ça, ça n'existait pas. Puis on n'avait presque pas de jeux, de jouets. Donc, mais dehors, on était, et l'été, n'en parlons pas, on restait jusqu'à minuit, nos parents, ils venaient nous chercher parce qu'on ne voulait jamais rentrer. On était toujours dehors. Nous étions au moins une douzaine d'enfants qui avions allé entre plus un an de plus, un an de moins. Donc on jouait ensemble. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de voitures qui passaient. Donc on jouait au patin à roulettes, on faisait du vélo, et on avait des petites trottinettes, à l'époque avec la petite pédale. On avait un vélo pour 3. Voilà, le dimanche, il y avait une amie qui avait un vélo, alors on le venait, alors une elle pédalait, l'autre elle était sur la selle et moi j'étais sur le porte-bagages parce que j'étais la plus maigre. Et on faisait le tour du Canet, voilà, ça c'était tout. Après on avait les osselets aussi. Des vrais osselets, de cochon. le boucher nous gardait les pieds de porc, quoi. Puis nos parents les faisaient bouillir et puis on avait les osselets. Avec mon voisin, Gilbert Camaille et tout ça, on mettait des pièges pour attraper les oiseaux.
Ça oui, mais on était à la campagne, on ne sait pas quoi s'amuser. Hein. On joue dehors, mais à telle heure, on rentre. Et à telle heure, le soir, si c'était 5h, 6h, on aurait dit les petits volets de moineaux, là. Hop, chacun rentrait vite à la maison. Après, plus tard, on partait, pour ceux qui connaissent, on allait au Toronnet au Fadon. Voilà. Là, c'était le lieu de baignade. La rivière n'était pas polluée, l'eau était propre, c'était beau. Hein. Les garçons, ici, souvent, ils allaient dans les rivières, dans les trous d'eau, les rivières de la commune. Mais nous, les filles, non. Donc, j'ai jamais appris à nager. Nos générations, il y en a beaucoup qui ne savent pas nager. Les anciens travaillaient du lever du jour au soir. Et ils mangeaient, ils allaient se coucher, il n'y avait pas de télé, il n'y avait rien, il n'y avait pas de téléphone. Personne n'avait de télé, les télés, il y avait, quand j'étais jeune, moi quand j'étais enfant, il devait y avoir 3-4 télés dans le canet. On n'en avait pas à la maison, hein, à ce moment-là. Le soir, on se mettait, chacun prenait une chaise, on se mettait en bas, puisque nous, mes parents ils habitaient l'étage. On était en bas, où il y a le foyer maintenant. Il y avait une maison avec des habitants, et on allait regarder la télé là-dedans aussi. Il y avait un monsieur, c'était les années 60 et quelques, il avait la télé, il mettait sa télé le soir sur le pas de la porte, et tout le monde, tous ceux qui habitaient là dans les ailes de la mairie, se mettaient dans la rue, et on regardait le soir, on regardait la télé avec ce monsieur. On ne peut pas s'imaginer, les jeunes ne peuvent pas s'imaginer comment on a vécu à cette époque-là, comment qu'on n'avait rien. Quand on a eu la première télé, quelle révolution, hein. Un écran noir et blanc, évidemment. Quand on ouvrait la télévision, c'était la présentation. C'était une horloge qui passait avec l'heure. Et alors on savait, ils nous la faisaient passer, mettons, à 1h au moins 10. Et pendant 10 minutes, on voyait l'horloge les aiguilles qui avançaient. Et juste à l'heure, ça disparaissait. Une chaîne, il y avait. Alors si ça ne vous plaisait pas, ben vous alliez vous coucher, vous prenez votre poste radio et ça changeait. On n'avait même pas le téléphone. Même pas le téléphone chez nous, je vous dirais. On s'écrivait, quand j'écrivais à mon fiancé, il me répondait, on se réécrivait. J'étais cadre à la poste. Quelqu'un qui était loin, qui voulait envoyer un télégramme, par exemple pour un mariage, pour une fête, un anniversaire, la personne venait au guichet, elle remplissait un imprimé, on téléphonait à une centrale téléphonique et on passait le message. Et c'était comme ça. À l'arrivée, on vous disait, voilà, vous avez un télégramme. Alors, on prenait un imprimé et on écrivait tout ce qu'on nous dictait. Et après, on le fermait comme ça. Et puis, il y avait un porteur qui le portait. Il n'y avait qu'une personne qui avait un téléphone, c'était M. Tissot. Il voulait bien nous laisser téléphoner pour des urgences. Et c'était un truc, il fallait remonter comme ça. Et voilà, c'était rustique, mais ça marchait. Si c'était pour quelque chose d'important, hein, on téléphonait, le boucher venait nous chercher, alors on vous demande au téléphone, voilà, c'est tout. On essayait de se voir plus souvent, voilà. On se fréquentait tous, quoi, je veux dire, il n'y avait pas de mur, alors on allait d'un chez l'autre, on se passait, des fois, vous n'avez pas de ça, on n'avait pas de ça, on allait chez le voisin en chercher, on allait, voilà, c'était une, comment dire, c'était comme une grande famille. À l'époque, avec les copines justement du lotissement ou d'ailleurs, on se préparait, tout, et on allait, on venait à la fête au Canet, le bal et tout, c'était bonne franquette, quoi. La fête du village, là aussi c'était important. À l'époque c'était important, parce que les gens se retrouvaient. On partait dans les bois avec les copines, les copains, où c'était tous les garçons qui allaient, ils coupaient des bruyères, et on faisait le tour du bal, comme ça. Et puis après, il y avait le bal, c'était sympa, il y avait les manèges autour. Il y avait la soupe au pistou, le dernier soir. La soupe au pistou, et puis il fallait se faire inscrire avant, parce que sinon vous n'aviez plus de place. Hein. Le soir, dans la soupe au pistou, les marmites montaient là-haut. Et toute la place du Vieux Canet était occupée pour la soupe au pistou. Il y a eu jusqu'à 600 personnes sur la place. Ça durait 4-5 jours la fête à l'époque, je pense. Oui, c'était du samedi au mardi. Ça avait une importance parce qu'il n'y avait rien.
Ce qu'on appelle la bonne époque, c'est un peu ça. Là. C'est la belle époque, c'est ça. C'est ça, c'est d'être tous unis, d'être tous... un verre de vin, c'est rien, mais c'est beaucoup. Il y a eu beaucoup d'augmentation de population, l'augmentation des constructions, parce que moi j'étais partie, mais je restais sur des petites maisons par-ci par-là, mais en prenant les petits chemins, je me suis rendu compte qu'il y avait des tas de lotissements, des tas de constructions, mais vraiment aux périphéries de la ville. Ça s'est construit, il y a eu les HLM qui a en descendant, là, qui s'est construit en 72 aussi, je crois. L'autoroute a été faite en 60, je ne sais pas si c'est en 70, 71. Bon, ils ont, sur la commune du Canet, ils ont quand même pas mal exproprié des gens, parce qu'il y a des maisons qui ont été rasées sur le tracé. L'arrivée de l'autoroute, c'était positif pour desservir les villages comme nous. Mais où a passé l'autoroute, ça a fait des dégâts. Le lac Canetti n'existait pas. C'est quand ils ont fait l'autoroute qu'ils ont creusé ce lac. Ils ont creusé ce lac et il n'est pas très vieux, le lac Canetti. L'autoroute a beaucoup apporté quand même. Hein. Bon, et puis il faut dire que il y a il y a pas mal de choses au Canet. Il y a l'autoroute, la voie ferrée, un petit aéroport, un petit. Bon. C'est beaucoup moins familial, mais bon, c'est normal. Moi, ce que je parle quand j'étais enfant, on devait être 1100 habitants peut-être. Maintenant, nous sommes quoi, 4400, 4000. Ça n'a rien à voir. C'était vraiment. Comment dire, minuscule le Canet. Il ne faudrait pas que ça devienne trop important. Voilà. C'est vrai parce que on peut parler, vous voyez, on peut parler avec les jeunes et tout ça, c'est bien. Hein? Moi, j'ai toujours aimé. Actuellement, moi, je la situerai dans les plus belles communes du département. Une des plus belles communes du département. Une ville qui me plaît. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'y suis, hein, qui me plaît, qui m'a beaucoup apporté, puisque bon, je dois dire que j'ai fait ma vie au Canet, j'ai gagné ma vie au Canet. Ça s'est beaucoup embelli. Enfin, moi, je suis heureuse de vivre ici. Parce que souvent, il y a une bonne ambiance entre les gens. Pour moi, ça fait partie de ma ville, voilà. Pour certaines choses, je préfère, voilà, ce que je disais, la période d'avant. Mais après, tout ce qui est numérique, tout ce qui est informatique, tout ce qui est... Enfin, les progrès, voilà, c'est mieux maintenant. On est vieux, oui. On a vu des choses, mais les plus vieux que nous en ont vu plein. Et ceux d'aujourd'hui, les jeunes, ils en voient plein de choses. Cette semaine, on a passé une semaine où tous les matins on s'est réunis, même les après-midi, les midis on mangeait ensemble, les après-midi on sortait. J'ai bien aimé, j'ai découvert des choses, la vie des anciens, j'ai bien aimé. Les histoires des gens, leur vie d'avant, c'était intéressant. J'ai appris comment dans le temps ils vivaient, qu'il y en a qui n'apprenaient pas à nager. Et qui faisait beaucoup de balles, beaucoup de sorties. Moi, je croyais qu'avant c'était comme ça, mais je savais pas qu'il y avait autant d'évolution. Là, la mairie, il paraît que là c'était une forêt, je savais pas moi. Je pensais qu'il y avait toujours ça. J'étais ravie de voir toutes ces vieilles photos, parce que du coup, j'ai vu que, effectivement, où j'habite, c'était les champs, les vignes. Et avant, c'était très petit, qu'il y avait juste quelques maisons et c'est tout, quoi. Et ça, je pouvais pas me l'imaginer. Quand j'ai vu la photo de l'ancienne gare d'avant et que je suis repassée maintenant avec la gare de maintenant, je me suis dit, punaise, en fait, on se rend pas compte la chance qu'on a aujourd'hui. J'ai été très surpris quand ils ont dit qu'ils n'avaient pas de téléphone. C'était pas comme nous, genre, ils avaient pas de jeu, mais vraiment, genre, ils jouaient avec ce qu'ils avaient. Certains m'ont rappelé des histoires... notamment Monsieur Carletti, l'ancien mineur, où ça m'a émue parce que c'est le vécu de mon grand-père, donc
Quand j'ai entendu le témoignage de Simone, ça m'a beaucoup marqué ce qu'elle m'a dit, ce qu'elle nous a raconté. C'était intéressant. Moi j'ai su un peu plus de choses sur le Canet. Au début je pensais que ça allait être ennuyant, genre ça allait être long. Je savais pas qu'il y avait autant de choses sur le Canet. Si ça se trouve, ils ont d'autres choses à nous dire, d'autres choses à nous faire partager. De base, l'histoire n'est pas ma matière préférée, mais c'était quand même intéressant, plus qu'un cours d'histoire à l'école. J'ai appris beaucoup de choses sur mon village, tout ce que l'on a pu savoir sur la vie d'avant, que je vais pouvoir retransmettre aussi à mes enfants.